Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation, pour l'introduction. Effectivement, je viens de prendre mes fonctions en tant que chargée de recherche au nouveau Centre Internet et Société qui, justement, se focalise sur les conséquences sociales et politiques des nouvelles technologies. Et dans cette présentation, je vais essayer de vous décortiquer cette controverse autour du chiffrement et comment une discipline qui nous paraît hermétique commence à nous toucher tous et toutes et pose de nouveaux défis au gouvernement, aux citoyens, aux experts techniques, mais pas seulement. Et je vais commencer par introduire quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est Monsieur Edward Snowden. C'est par lui que la grande controverse autour du chiffrement a commencé. Et dans cette citation que j'ai choisie, je ne l'ai pas traduite en anglais, en français pour garder donc le style de Snowden. Il explique qu'il travaillait pendant longtemps à la NSA. Il s'occupait du système de surveillance de masse. Et en juin 2013, elle a décidé de mettre à la lumière ces opérations qui se faisaient de façon clandestine par la NSA. Mais il n'aurait jamais pu révéler ce qu'il a pu faire découvrir à la société sans le chiffrement. Donc c'était les technologies de chiffrement qui lui ont permis de raconter son histoire, de la faire passer par les journalistes, de la faire envoyer et publier dans la presse. Or, avant 2013, il existait déjà bel et bien un mouvement clandestin, underground, qui s'appelle cypherpunk, ou le mouvement des chiffres punk, qui a commencé déjà à entamer ces questions de surveillance et de contre-surveillance. Après le 2013, la surveillance de masse devient donc une controverse publique, puisque ça devient clair et net que même dans les pays qui se considéraient démocratiques, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, les gouvernements étaient en train de surveiller les citoyens à l'aide aussi des acteurs privés. Et en réponse à cette découverte d'Edward Snowden, on assiste à un développement sans précédent d'outils de chiffrement accessibles au grand public, comme par exemple le WhatsApp, que peut-être vous connaissez ici, peut-être vous l'utilisez même. Moi, je l'utilise pour communiquer avec ma maman, puisqu'elle habite en Russie, et c'est très compliqué pour moi de garder le lien avec elle. WhatsApp me permet de communiquer avec elle en chiffré. Donc c'est assez étonnant, mais un outil aussi grand public a introduit le chiffrement suite à la révélation de Snowden, quand le grand public a réclamé en fait son droit à la vie privée. Or, avant cette introduction des outils de contre-surveillance grand public, il existait un mouvement que j'ai mentionné avant, des cyberpunks, de chiffre-punk. Ça n'a rien à voir avec les punks qu'on peut voir dans la rue, avec les chiens, etc. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la musique punk non plus, mais ça a à voir avec leur attitude à la liberté, aux libertés numériques. Ils disent dans leur manifeste, qui date de 1993, la vie privée dans une société ouverte requiert des systèmes d'échange anonymes. Nous, donc les cypherpunks, défendons notre vie privée avec la cryptographie, avec des systèmes de renvoi anonymes, avec des signatures digitales et avec une monnaie électronique. Et bien évidemment, en tant que punk, même si ce sont les chiffres punk, ils s'opposent à la régulation, donc au gouvernement, et à la régulation de ces technologies. Ils considèrent que le cryptage est un geste privé, fondamentalement privé. Donc on voit bien qu'il y a une controverse entre ce droit à l'expression libre, à la vie privée, et en même temps le besoin des gouvernements de contrôler cet échange de communication. Souvent, pour vous introduire un peu les notions clés, on distingue deux notions clés, la sécurité et la vie privée. Donc security versus privacy, comme on les appelle dans la littérature scientifique anglophone. Je vais vous expliquer de quoi on parle ici. Par sécurité ou protéger, on protège ce dont on parle, donc le contenu de nos messages. Or, quand on parle de protection de la vie privée, on protège surtout quand, comment et à qui on parle. On appelle ça aussi les métadonnées. Mais cette dichotomie commence à être mise en question, puisqu'on voit bien qu'il y a des nouveaux adversaires qui apparaissent, comme les entreprises GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, qui commencent à utiliser les métadonnées ou la big data pour prédire, prévoir et analyser les comportements des citoyens. Même sans savoir de quoi on parle, juste en sachant quand et à qui on a envoyé un message, on peut
établir des liens entre les humains, découvrir les communautés, parfois suivre, même prédire un crime ou bien suivre des comportements socialement dangereux. C'est comme ça qu'on justifie la surveillance de masse. Or, en même temps, de l'autre côté, ça pose problème aux citoyens qui n'ont rien fait de mauvais et qui ne voudraient pas être surveillés. Et ici, à droite, je vous mets une illustration que j'ai récupérée après un séminaire que j'ai organisé en Russie, puisque moi-même, je viens de Russie. C'est le pays qui, on peut dire, est une dictature, et où la surveillance de masse est un fait établi. Donc, j'ai organisé cet événement pour rencontrer les militants et les militantes et demander de me dessiner comment ils voient les menaces ou le risque sur Internet. Ici, on voit donc les 4 crocodiles qui symbolisent chacun un type d'adversaire. Donc, on voit les corporations, les entreprises à gauche, en haut, Facebook, comme exemple. Puis, on voit les trolls, donc les bots, les trolls. Puis, plus dans le coin en bas, à droite, on voit la police et le Centre contre extrémisme et le FSB, qui est donc le nouveau nom du KGB. Et puis, à gauche, c'est ce qui est intéressant, il y a on ne sait pas qui. C'est un crocodile que l'utilisatrice en question ne pourrait pas définir, mais elle sent déjà que sur Internet, il y a beaucoup plus d'adversaires qu'on peut nommer. Donc, tout ça nous pose beaucoup de nouvelles questions. Qui a besoin de se protéger en ligne? Avant, c'était que des journalistes, des militants, bien des hommes et femmes politiques. Maintenant, il paraît que tout le monde devrait bien se protéger. Mais de quoi exactement et comment? En réponse à ces défis, on voit un marché des outils de communication privés qui se développe et beaucoup de nouveaux protocoles qui sont en train de se faire. Ça pose plein de débats au sein de communautés techniques, de cryptographes, de développeurs de logiciels, des designers, mais aussi des juristes qui travaillent ensemble pour développer des outils qui répondraient aussi aux nouveaux défis de régulation, de gouvernance. Par exemple, peut-être vous avez entendu parler de la controverse entre Apple et FBI, quand FBI a demandé les clés de déchiffrement d'un iPhone ou de plusieurs iPhones pour accéder au contenu de ces appareils. Or, Apple a dit qu'il aurait fallu développer un logiciel exprès pour casser le chiffrement de l'appareil, et ça leur paraissait impossible. Effectivement, les controverses autour de chiffrement révèlent des idées spécifiques sur ce que c'est que la sécurité, mais aussi ce qui est intéressant, comme dit Monsis, la chercheuse qui étudie ces questions, ça nous dit beaucoup sur les liens avec une certaine idée de citoyenneté. Donc si on pense qu'on a le droit à la vie privée, si on pense qu'on a le droit de se chiffrer, on imagine une certaine vision d'un État, une certaine vision de la citoyenneté qu'on veut défendre. Et en même temps, une chercheuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabrielle Coleman, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de découvrir ses travaux. Elle nous dit que le développement technique de ces protocoles influence la définition et l'expérience pratique des libertés numériques. Ça veut dire que ce ne sont pas des outils neutres, la technologie n'est jamais neutre, mais en fonction d'un outil qu'on choisit, on va pratiquer et expérimenter une certaine forme de liberté numérique en ligne. Vous me poserez la question, comment je fais pour étudier le chiffrement en tant que chercheuse en sciences sociales, puisque je ne suis pas cryptographe ni mathématicienne. Effectivement, puisque le chiffrement est devenu une affaire grand public, il faut bien qu'on regarde quelles conséquences sociales ça pose et quelles conséquences politiques ont les choix technologiques que font les développeurs aujourd'hui. Il y a une discipline, une sous-discipline en sociologie qui s'appelle STS, Science and Technology Studies, qui regarde justement comment les technologies sont fabriquées et quelles sont les visions politiques et sociales imbriquées dedans. Et moi, ce que j'ai fait dans cette recherche, j'ai étudié le développement des protocoles et outils de chiffrement, mais je regardais également les usages de ces outils et comment ils influencent les libertés numériques et notre droit à la vie privée. J'ai fait une enquête de terrain pendant 3 ans, donc j'ai fait quand même 63 entretiens avec les utilisateurs, les utilisatrices, les développeurs et développeuses, les formateurs et formatrices en sécurité informatique qui viennent des pays très très différents.
de Russie, d'Ukraine, de la Syrie, on peut dire les pays au risque élevé, jusqu'à l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et la France. Donc j'ai essayé de regarder comment les risques, les menaces numériques vont être perçus selon les contextes politiques et quels seront les choix faits par ces citoyens pour se protéger en ligne. Le projet pour lequel je travaillais pour faire cette recherche s'appelle Next Leap. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai projet interdisciplinaire. Donc j'ai travaillé avec les cryptographes et développeurs qui se sont servis de mes découvertes, de mes découvertes avec mes chers collègues, bien sûr, parce que je travaille avec Francesca Musiani, qui est, elle, est directrice adjointe du Centre Internet et Société. Et nous deux, donc, on a œuvré pour fournir du matériau empirique aux chercheurs en cryptographie, aux développeurs, puisqu'il faut, on pense que c'est important, que la sociologie soit utile. Donc, on a essayé d'expliquer à nos chers développeurs comment faire des applications qui vont vraiment servir des groupes ciblés, des groupes cibles d'utilisateurs dans les pays à risque et pays dits stables. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce travail-là, j'ai déconstruit ces catégories complètement et j'ai compris que même en habitant en France, on est quand même souvent dans une situation à risque. Je vais vous expliquer pourquoi et comment un peu plus tard. Et donc, finalement, à la fin de cette recherche sociologique, je me suis retrouvée à travailler comme designeuse UX, expérience utilisateur, dans une équipe de l'application chiffrée Delta Chat. Qu'est-ce que c'est qu'expérience utilisateur? C'est la façon dont l'utilisateur se promène ou vit l'expérience d'un logiciel, d'une application. Les designers en UX s'occupent non pas de comment c'est joli, de la surface, de l'apparence de l'application, mais plutôt du flux d'interaction et essayer de œuvrer pour la facilité d'échange, d'interaction avec l'application. Donc, maintenant, quand l'introduction longue théorique est finie, je vais rentrer dans le vif. Je vais vous demander, est-ce que quelqu'un dans la salle a plus de 3 applications d'échange instantané, plus de 3 messageries de chat? 1, 2, 3, 4. Ouais, pas mal. Donc, en moyenne, 4, 5 ou plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 5 applications de chat sur le téléphone? Ok, 2 personnes. Intéressant. Ça dépend vraiment du public. Je pose cette question souvent quand j'organise des séminaires sur ce sujet ou des conférences. Et souvent, plus le public est, disons, expert en technique, plus on aura des différentes applications installées. Effectivement, il y a, comme je l'appelle, un marché des technologies de chiffrement qui est fleurissant, qui est très dynamique et qui se développe, qui continue à nous proposer de nouvelles solutions pour se protéger en ligne. Là, j'ai choisi les plus populaires. Donc, on voit Telegram en haut à gauche, puis Riot, Viber, Wire, WhatsApp, Signal et Delta Chat. Vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur, mais je vous dis juste que ce sont les applications qui sont soit les plus populaires, soit, j'ai mis la mienne où je travaille en guise d'une petite publicité sur cette slide pour vous intéresser un peu à regarder ce nouvel outil. Pourquoi j'appelle ça un marché? Parce que, à part donc l'intention pure de protéger nos données, notre vie privée, il y a aussi un intérêt économique chez certains acteurs d'introduire le chiffrement. Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote de terrain. Vous voyez à gauche en bas WhatsApp. Cette application n'a pas eu de chiffrement avant 2016, mais après les révélations de Snowden, ils ont décidé d'implémenter un protocole pour protéger les communications par un chiffrement de bout à bout. Ça veut dire que les communications sont chiffrées sur votre appareil, et puis sont transmises en chiffré. Votre interlocuteur les reçoit et les déchiffre sur son appareil. L'implémentation du protocole a coûté 2 millions de dollars à WhatsApp. Ils l'ont acheté à Signal, donc le petit pont, la petite virgule bleue que vous voyez juste à côté de WhatsApp. Et donc, ils ont payé 2 millions pour acheter le protocole. Et d'un coup, leur prix sur le marché a augmenté. Donc WhatsApp eux-mêmes
ont pu se vendre plus cher à Facebook. Facebook leur a proposé 19 milliards de dollars. Après le rachat du protocole de chiffrement, ils ont été rachetés par Facebook au prix de 21 milliards. Donc ça donne un ordre d'idée de combien ça coûte de protéger nos données. C'est vraiment ça a un intérêt économique pour ces acteurs. Donc, je veux juste pas que vous pensiez que c'est purement par motivation humaniste que les développeurs implémentent le chiffrement. Or, comment les utilisateurs font pour choisir un outil, puisqu'il y a, ça déborde, le marché est très riche. J'ai construit ma propre théorie en me basant sur l'œuvre de Max Weber. Peut-être vous connaissez, c'est un sociologue allemand qui a étudié les types de légitimité politique. Donc, comment et pourquoi les citoyens choisissent ou justifient leur confiance à un régime, à un gouvernement particulier. Il parle de 3 types purs de la domination légitime. Je vais les présenter en bref, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a à voir avec le chiffrement. Donc, premier type de légitimité, c'est la légitimité traditionnelle. C'est-à-dire, ma mère était reine, moi je serai reine, ça a été comme ça toujours, et ça va continuer comme ça. Puis, le deuxième type, c'est la légitimité charismatique. Donc ici, un gouverneur est choisi non pas grâce à ses dons d'un homme politique ou d'une femme politique, non pas grâce à son intelligence, mais parce que il ou elle a une apparence intéressante à la télé, un bon sens d'humour, etc. Donc on parle du charisme, qui n'a pas grand-chose à voir avec les qualités d'un bon gouverneur. Et finalement, la rationalité ou la légitimité rationnelle, où on voit les citoyens, donc en Grèce antique et puis à droite pendant le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, on les voit délibérer collectivement sur des questions politiques et sociales de façon plus ou moins rationnelle. Donc ils essayent vraiment d'étudier des propositions, d'analyser, etc. Maintenant, comment ces 3 types de légitimité peuvent être appliqués au choix des outils de chiffrement ? La première, donc légitimité traditionnelle, c'est quand on choisit un outil, puisque tout le monde est dessus, et tout le monde a utilisé ça pendant longtemps, et va utiliser ça, comme par exemple Facebook ou WhatsApp. Mais tout le monde est dessus, tu dois être sur Facebook, viens, tu dois installer Facebook, on est tous dessus, tu vas venir avec nous, ça va être bien. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'abandonner un outil, de décider de ne pas utiliser Facebook, puisque tous vos amis sont dessus. Moi, j'ai essayé, c'est très compliqué, de faire les gens migrer, j'appelle ça migration numérique, de prendre nos affaires, nos contacts, nos conversations, nos historiques, et les porter ailleurs, les transporter sur une autre plateforme. Mais en même temps, ces applications dites grand public, comme Facebook Messenger ou WhatsApp, ont un bon effet pour les militants, ont un effet positif pour ceux qui sont au risque. Il y a une théorie qui s'appelle Cute Cat Theory of Digital Activism, qui peut être traduite comme la théorie du chat mignon de l'activisme numérique. Cette théorie dit que parfois, pour un militant ou une personne à risque, c'est beaucoup plus sécurisé d'utiliser une application grand public qu'une application destinée à l'usage militant. Parce qu'ils vont se perdre comme un poisson dans l'eau, ils vont devenir invisibles parmi les millions de personnes qui utilisent WhatsApp. Deuxième type de légitimité, légitimité charismatique. Ici, on choisit une application, non pas grâce à ses qualités techniques, mais parce qu'on connaît bien l'équipe qui a fait cette application et on croit, on fait confiance au leader ou à l'auteur de cette application. Ici à droite, vous voyez Pavel Durov. C'est un cryptographe développeur très connu en Russie. Il est très célèbre parce qu'il a fondé vk.com, qui est un équivalent russe de Facebook. Et à un moment donné, quand les mouvements sociaux en Russie ont commencé, en 2011-2012, il a refusé de collaborer avec le gouvernement, il a refusé de fermer des groupes politiques, et il a immigré en Europe. Donc, les utilisateurs font confiance à Telegram, l'outil de Pavel Durov, parce qu'il croit qu'il ne les abandonnera pas.
Et ça, c'est une citation que j'ai trouvée à un étudiant des forums d'utilisateurs. Il pense vraiment qu'avec des convictions politiques pareilles, Durov va jamais rendre leur conversation à quelqu'un, à la police russe ou à d'autres adversaires. Donc on fait confiance à la personne, on délègue le pouvoir à la personne et ça pose des risques de centralisation. Deuxième version de la légitimité charismatique concerne les propriétés non cryptographiques d'un outil telles que l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'on va regarder un outil et le choisir en fonction de ses qualités esthétiques et ses fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Comme ici à droite, vous voyez, c'est la conversation de moi avec ma mère sur Telegram et j'utilise des stickers que j'ai fait moi-même, en fait. Et grâce à cette fonctionnalité, n'importe qui peut dessiner des petits trucs, prendre des photos de vos amis, les découper et faire des stickers pour communiquer entre potes. C'est pas seulement pour rigoler. Cette fonctionnalité peut être utilisée aussi pour se protéger, pour s'envoyer des images qui vont avoir du sens pour votre groupe sans que les autres le sachent. Ça s'appelle aussi la stéganographie. Quand on code un message en donnant du sens à un visuel, du sens qui va être connu que par votre petit groupe d'amis. Donc, ces fonctionnalités sont bien sûr pas vraiment liées à la sécurité, mais peuvent être utilisées comme telles. Finalement, on passe au troisième type, la légitimité rationnelle. Et ici, encore une fois, on a deux types de motivations pour choisir un outil. La première, c'est la confiance que certains utilisateurs portent en législation et politique de protection des données personnelles de certains pays. Ici, je vous ai mis une carte qui symbolise donc l'envoi des messages entre les pays et les serveurs hébergés dans des pays différents. Et j'ai découvert, en faisant des entretiens, surtout en Ukraine, avec les journalistes qui vont dans les zones de guerre et avec les formateurs qui les préparent pour ce genre de voyage, j'ai découvert qu'en fait, ces journalistes choisissent souvent des outils qui ne sont pas russes. Et ici, le formateur que j'ai interviewé dit il faut abandonner les outils fabriqués en Russie. Donc, il privilégie les solutions américaines, puisque, je cite, les États-Unis ne sont pas notre ennemi, ils ne vont pas nous rendre aux Russes. Donc ici, l'utilisateur ou l'utilisatrice pense que, selon la juridiction et selon la géopolitique, un outil va être meilleur qu'un autre parce que le pays qui l'héberge, le pays où il est créé, où il a son bureau, va pas rendre vos données à votre pays ennemi. Et basé sur le même principe, se développe un réseau international d'entraide qui est très intéressant, qui est un peu moins connu, qu'on appelle Radical Tech Collectives, ou les collectifs technologiques radicaux, comme par exemple Rise Up, peut-être quelqu'un a entendu parler. C'est des plateformes à destinée vraiment militantes, surtout de gauche. En France, il y a Nadir, qui a par exemple soutenu les communications du collectif de ZAD Notre-Dame-des-Landes. Donc les communications et le blog de ZAD ont été hébergés par ce collectif. Et souvent, ces collectifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraident en hébergeant les mails et les communications les uns des autres sur un territoire international, en fait. Par exemple, je suis russe, je vais demander à mon ami en Suisse d'héberger mes communications, puisque la Suisse a une super politique de protection de données. Donc, et finalement, la dernière version, donc la dernière motivation rationnelle de choisir un outil, c'est vraiment de regarder le code source. Donc, à droite, vous voyez un extrait de code d'une application chiffrée qui s'appelle Brailler. Elle est décentralisée, pair à pair. Et donc, certains utilisateurs, mais ils sont vraiment pas nombreux, et pourtant ils existent. Il y en a ceux qui vont sur les sites comme GitHub ou GitLab ou d'autres repositoires de code, regardent le code source, ou bien demandent des conseils à leurs amis experts, ou bien lisent des guides de bonnes pratiques, regardent des vidéos sur YouTube, et essaient de se renseigner. Est-ce que c'est vrai que cette application est sécurisée ou pas? Pourquoi le code ouvert est important? J'ai interviewé beaucoup d'utilisateurs et souvent ils ne peuvent pas m'expliquer pourquoi le code ouvert est important, mais ils sentent que c'est important. Ils privilégient des solutions open source. Donc ici, je vous ai mis des ingrédients pour fabriquer des cookies sans œufs, pour ceux qui sont allergiques aux œufs.
C'est important. Si vous êtes allergique, vous regardez toujours les ingrédients qui sont dans vos cookies ou dans des gâteaux, dans des chips que vous achetez. La même chose pour une application. C'est bien d'aller voir qu'est-ce qui est dans le code, qu'est-ce qui est dedans. Peut-être ils avaient mis du poison, du malware, d'un virus ou un bout de code qui va espionner sur vous. Donc, le code ouvert, ça vous permet de vraiment d'examiner, soit par vos propres yeux, soit de demander quelqu'un de confiance d'aller voir et de vous dire oui, cette application a bien été fabriquée pour nous protéger et non pas pour nous surveiller. Donc, dans tout ce mer, tout cet océan géant d'applications chiffrées répond à une problématique importante que je voudrais souligner ici, qui concerne nos identités numériques. On vit dans une époque où on a tous et toutes des multiples identités en ligne. Moi, je peux être chercheuse. Aujourd'hui, je suis en tant que chercheuse devant vous. Le 5 décembre, je vais aller à la manifestation, je vais être militante. Je vais écrire à ma sœur qui est en Russie. Et puis, je vais être collègue avec Francesca Musiani pour lui envoyer un mail ce soir, dire que ça s'est super bien passé à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour chaque rôle, je vais choisir un outil différent. Ça m'arrive. Je vais communiquer par Signal, qui est considéré comme top d'application de chat sécurisée, lorsque je serai à une manifestation. Mais avec ma maman, je peux tout à fait communiquer sur Facebook. C'est ce que je pense. Donc, les identités des utilisateurs sont multiples et le risque est une notion relationnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert c'était très contre-intuitif pour moi, puisqu'au début, en commençant mes terrains, je pensais que bon, on aura des pays au risque élevé, comme la Syrie par exemple, ou la Russie, l'Ukraine, et on aura la France, l'Allemagne, où les gens vont avoir rien à cacher, vont pas avoir l'instinct pour se protéger en ligne. Or, j'ai découvert que le risque est une notion qui est liée avec ce qu'on appelle le graphe social, ou le réseau de contacts. Lorsque vous contactez quelqu'un qui n'est pas en ce moment dans les pays dits démocratiques, mais qui est allé en voyage, par exemple, un voyage de terrain en Ukraine, en Crimée, vous devriez penser à la personne qui se trouve dans la situation au risque. Et vous serez obligé de changer vos comportements en fonction du maillot le plus faible de cette chaîne de communication. Donc cette distinction entre risque élevé et risque bas est artificielle, aussi parce que les lois changent. Et demain, ce que vous avez dit ou écrit sur Facebook peut devenir illégal en France, vous allez être bloqué, votre compte va être retiré, etc. Donc le risque, la notion du risque est très importante, et il faut la mettre en contexte et ne jamais oublier que vos propres comportements concernent et ont des conséquences pour les autres. Pour répondre donc à ces identités numériques multiples, les utilisateurs commencent à changer leur comportement et privilégient ce que j'appelle la compartimentalisation. C'est une pratique qui est très, très développée chez les journalistes. J'ai étudié par exemple le cas de la Crimée. Lorsque les journalistes se préparent pour traverser la frontière, ils vont avoir un ordinateur complètement nettoyé, sans données. Ils vont avoir un téléphone à part. Ils vont souvent se créer un faux compte Facebook, puisqu'il faut montrer quelque chose à la frontière. Souvent, la police russe demande d'ouvrir votre ordinateur, de vous connecter à votre réseau social. Si vous n'avez rien, c'est suspicieux aussi. Donc, ils créent des faux comptes où ils sont avec des chats, avec leurs copains, etc., etc. Donc, c'est intéressant aussi que cette pratique de compartimentalisation a des conséquences pour la psychologie, pour l'état d'âme, en fait, l'état d'esprit de ces utilisateurs. Et souvent, ils se plaignent du stress et du burn-out et de la difficulté de gérer ces multiples personnalités numériques. Ils oublient souvent qui ils sont, à quel moment de leur vie. Donc c'est quelque chose qui est assez curieux. Par exemple, ici, je vous montre le setup, le kit d'outils qui a été collectionné, qui a été petit à petit construit par un journaliste britannique assez connu, qui travaille dans Guardian.
et qui va couvrir des zones de guerre. Il a été en Irak, par exemple, et il a donc son ordinateur avec de nombreuses applications d'anonymisation, comme Tor. Il chiffre ses mails, il utilise des applications comme Signal, etc. Mais il a aussi plein de disques durs chiffrés, un enregistreur, il a des clés USB dissimulées qui ont l'air d'une petite pièce d'un pound. Et en fait, à l'intérieur, il y a une clé USB. Donc, il a tout un tas de dispositifs qu'il a petit à petit adaptés à ses besoins. Ici, pareil, c'est un dessin qui ressort d'un workshop que j'ai fait. C'est une militante russe qui m'a dessiné comment elle demande à son copain d'acheter des tomates. Donc, elle me dit que moi, je chiffre tout. Je pense que tout peut être tourné contre moi, surtout en Russie. Donc, pour envoyer un message à mon copain, va acheter des tomates, j'utilise un ordinateur chiffré, 1500 mots de passe, Tor, etc., etc. Donc, elle exagère un peu, mais on voit que les utilisateurs ont besoin de tous ces outils multiples. Ils jonglent, ils arrivent à bien combiner les différentes solutions pour les différents objectifs. Et pour ne pas se perdre dans cette marée d'outils, les chercheurs et les techniciens ont essayé de développer des catégorisations, des classifications de ces outils. Ici, vous voyez une charte, un tableau qui compare les différentes applications. En fait, il y en a 30 ou autour de 30, mais là, on ne les voit pas. J'ai fait juste la capture d'écran de la première partie du tableau. On voit à gauche donc les noms des différentes applications et puis en haut, on voit les critères selon lesquels ils sont comparés. Par exemple, est-ce que c'est un chiffrement bout à bout? Est-ce que l'application a été auditée, a été analysée par des experts, etc., etc. Toutes ces classifications ont des limites et parfois même sont dangereuses. Celle-là a été faite par Electronic Frontier Foundation, qui est une ONG internationale spécialisée en défense des libertés numériques. Et ils ont abandonné ce tableau en disant « ça ne nous a pas servi, ça n'a pas fait beaucoup de bien », puisque les utilisateurs comptent les points verts et choisissent en fonction du nombre des points verts, mais ils ne regardent pas, ils ne pensent pas est-ce que eux, dans leur situation particulière, ont vraiment besoin de cet outil. Et donc maintenant, ils ont passé d'une version tableau vers une version plus modulaire où on commence par analyser, évaluer les risques et construire ce qu'on appelle un modèle de menace. Donc, pour finir avec cette partie sur la multitude d'outils, je veux juste souligner que ça pose beaucoup de problèmes. Et le premier problème, c'est le problème de compatibilité entre ces outils et le manque d'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux communiquer avec quelqu'un qui n'a que WhatsApp, je serai obligée d'installer cette application. Je ne pourrais pas utiliser, moi, par exemple, Facebook et envoyer un message sur WhatsApp. Puisque les protocoles qu'ils utilisent sont différents, il n'y a pas de pont qui relie les deux applications. Et donc, les utilisateurs se trouvent dans des silos de messagerie instantanée. C'est une approche, je dirais, assez capitaliste aux utilisateurs, puisque les auteurs de ces outils veulent avoir plus d'utilisateurs. Ils veulent rattacher les utilisateurs à leurs outils. C'est pour ça que leurs protocoles ne sont pas interopérables et les migrations sont difficiles. Il y a un problème qui concerne aussi la GDPR, que vous connaissez peut-être, General Data Protection Regulation, qui donc est la loi principale qui donc indique comment, à l'échelle de l'Union européenne, on doit protéger nos données. Il y a une demande générale d'assurer la portabilité des contacts. Ça veut dire que si je veux migrer de Facebook à WhatsApp, j'aurais dû, en fait, dans l'idéal, pouvoir extraire tous mes contacts et partir avec quand je veux, où je veux. Or, ce n'est pas possible avec ces applications, puisqu'elles sont centralisées. Et puisqu'elles sont centralisées, elles introduisent le point central de vulnérabilité. Quelle est la solution de ce problème? Donc ici, je vais rentrer un peu plus dans le technique. Je vais essayer de vous réveiller quand même. Donc, une des solutions proposées par les ingénieurs, c'est d'aller voir les standards ouverts ou de standardiser les protocoles
qui sont utilisés par ces applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, vous avez votre recette de gâteau préférée que votre grand-mère vous a racontée. Vous n'avez jamais écrit ça, vraiment, vous la connaissez par cœur. Mais si vous voulez la partager, vous êtes obligé de l'écrire bien documenter chaque étape, dosage, proportion, temps de cuisson, etc., etc. Si vous documentez bien, les autres pourront reproduire la même recette sans problème. La même chose, si vous voulez que votre protocole de chiffrement soit réutilisé par d'autres projets, vous devrez bien documenter, décrire qu'est-ce que le code fait, comment il est fait et comment le réutiliser, l'adapter à d'autres solutions. Normalement, ça se passe par des organismes de standardisation. C'est des institutions qui existent depuis des années, comme par exemple le IETF, Internet Engineering Task Force, qui est une grande organisation multinationale qui réunit les ingénieurs, les chercheurs de très haut niveau, qui réfléchissent ensemble sur des standards du web. Donc, Internet aujourd'hui fonctionne grâce, entre autres, aux standards ouverts comme HTTPS, qui est un des standards de base aujourd'hui, ou TLS, qui est le standard de chiffrement de transfert. Et du coup, en ce moment, ce qu'on voit, et ça a été assez rigolo quand j'ai parlé avec les développeurs, ils ne font plus confiance à ces organisations et disent IETF et les autres sont devenus trop lents. Je développe un outil, je veux le mettre sur le marché. Si je standardise avant, je dois attendre 1 an, 2 ans pour que toutes les procédures bureaucratiques soient respectées. Et donc, ils contournent cette étape et ils standardisent différemment. Ou bien, ils utilisent la non-standardisation comme business model. C'est-à-dire que vous aurez pu, par exemple, vendre votre savoir-faire de faire votre gâteau de votre mamie en vous rendant chez des gens et en le cuisinant avec eux. Et c'est presque la même chose que font certains développeurs, comme l'auteur du protocole Signal, qui a demandé, par exemple, des prestations pour implémenter son protocole à WhatsApp. Ou bien matrix.org, qui est un autre logiciel. Le protocole de Matrix a été implémenté par le gouvernement français. Ils ont essayé de faire leur propre messagerie d'échange chiffré pour les fonctionnaires. Et ils ont payé donc l'équipe de Matrix pour venir expliquer comment le protocole fonctionne. Et maintenant, je passe donc à la dernière partie de cette présentation. Je vais essayer de vous présenter ma vision de comment sortir, donc de briser les silos des messageries instantanées et de comment essayer de retrouver le web tel qu'il a été pensé, entre autres, par les chiffres-punks du début de la présentation. Donc, sur cette slide, vous voyez un schéma qui est très connu de 3 types d'architecture basiques des différents logiciels et différentes applications qui existent aujourd'hui. À gauche, vous voyez donc les architectures centralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un serveur central entre vous et vos interlocuteurs. Je vais envoyer un message à ma mère qui est juste là, en fait. Coucou. Et avant que ça arrive sur son téléphone, ça arrive sur le serveur de WhatsApp. Parfois, c'est stocké dessus. Ça peut être stocké pendant toujours, ou bien pendant 72 heures dans certains cas. Mais en tout cas, il y a un point central par lequel tous les échanges passent. Cette architecture a ses problèmes. Par exemple, si le serveur est hébergé dans un pays autoritaire comme la Russie, on peut bien imaginer la police venir et se saisir des serveurs. Là, le chiffrement peut aider. Parce que si vos communications sont chiffrées de bout à bout en utilisant des protocoles avancés, comme le Diffie-Hellman, qui génère des clés éphémères, etc. Donc, ils peuvent se saisir des serveurs, mais ils ne pourront pas vraiment déchiffrer ce qui est dessus. Ou bien, ils auront besoin d'un ordinateur quantique. Et de ça, on parlera, je crois que c'est la prochaine fois, sur la cryptographie quantique. Donc, ils auront besoin des machines beaucoup plus performantes. Mais quand même, ce type d'architecture a ses problèmes. Donc, au milieu, on voit un autre type qui s'appelle, c'est une forme de décentralisation, qui s'appelle des protocoles, des architectures fédérées. Donc ici, on voit qu'il y a des centres, mais pas un seul. Et ces centres-là
centralise un certain nombre de données, mais ça va être beaucoup plus compliqué de bloquer tout le réseau, puisqu'on peut toujours monter un nouveau serveur, et le système est assez flexible et assez résistant à la censure. Et finalement, à droite, vous voyez les architectures dites distribuées ou pair à pair, où il n'y a pas de centre à proprement parler. Maintenant, je vais vous présenter brièvement les solutions pair à pair et puis les solutions fédérées, quelles sont les limites et les points positifs de ce type d'outil. Donc, les solutions distribuées, un exemple est BitTorrent. Peut-être vous avez utilisé, mais vous n'êtes pas obligé de lever la main, puisqu'il y a la loi Adopi qui nous interdit d'utiliser les torrents. Mais peut-être vous connaissez au moins, puisque c'est interdit, on en a parlé, les outils comme Torrent. Ce sont des outils pair à pair, c'est-à-dire que chaque nœud dans ce réseau est à la fois serveur et client. Vous téléchargez un film, donc vous êtes client, mais puis vous le partagez avec les autres, vous devenez serveur. C'est très schématique, c'est très simplifié, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça devient possible de communiquer, grâce à ces architectures, un réseau local, un réseau mesh, même en absence de connexion Internet. Donc, il y a des applications chiffrées comme Briar qui peuvent être utilisées pendant des manifestations, comme à Hong Kong. D'ailleurs, cette application a été testée par les militants à Hong Kong pendant les coupures d'Internet. Donc, vous n'avez pas, le gouvernement bloque le réseau. Ça peut arriver pendant les manifestations des Gilets jaunes. Par ailleurs, parfois, le signal était très faible. Donc, vous pouvez créer un réseau par Bluetooth, par exemple, ou bien en utilisant d'autres technologies et communiquer toujours avec vos camarades sur une distance pas très large, mais quand même, vous pouvez assurer des communications tactiques importantes. Or, ce genre de solution consomme beaucoup de batterie, puisque vous devez partager à chaque fois, vous stockez chez vous toutes les informations, toutes les données du réseau, et vous devez les partager tout le temps. Et souvent, ce genre d'outil souffre de complexité de l'interface. Il y a beaucoup de problèmes cryptographiques complexes, et quand elles sont transposées sur une architecture distribuée, ça devient encore plus complexe. Alors, je dirais que cette architecture et les outils distribués sont les moins avancés en ce moment au niveau d'utilisabilité. C'est assez compliqué. Je vous conseille quand même d'aller voir Briar. C'est l'application la plus avancée des applications pair à pair chiffrées, qui est open source aussi, donc vous pouvez voir ce qui est dans le gâteau, et elle est bien. Je l'ai testée, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que c'est que les solutions fédérées maintenant? L'exemple le plus connu et le plus utilisé, c'est email. Tout le monde a une adresse mail. Vous pouvez vous envoyer des emails sans être sur le même serveur. Par exemple, moi, j'ai une adresse CNRS, ma mère a une adresse Gmail, je lui envoie un mail. Je ne suis pas obligée de me créer une messagerie, un compte sur Gmail. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que le même protocole, dans le cas de email, le protocole s'appelle SMTP, et IMAP, pour la réception des mails, ça permet d'assurer une interopérabilité entre les différents serveurs sans forcer tous les utilisateurs de se mettre sur le même serveur. Et bien sûr, c'est intéressant aussi dans le cas des communautés locales, puisqu'elles peuvent adapter les outils à leurs besoins et en fait changer le code client, le rendre joli, l'adapter, etc., selon leurs propres besoins, goûts, et convictions, valeurs, etc. Or, ici aussi, on a des limites, comme la responsabilité qui est déléguée cette fois-ci aux administrateurs système, aux administrateurs des serveurs, qui ne sont pas toujours des gens fiables, ou bien parfois, tout simplement, sous la pression de la police, ils peuvent rendre votre serveur, leur serveur mail avec vos communications dessus. Donc, il faut bien choisir votre fournisseur des services mail. Il y a des serveurs, des fournisseurs mail qui sont destinés aux usagers de risque élevé, comme par exemple ProtonMail ou bien Autistici, RiseUp et ainsi de suite. Je pourrais vous donner des noms après si ça vous intéresse. Mais dans ce cas, dans le cas des solutions fédérées, on voit un nouvel acteur apparaître, l'administrateur du serveur, qui a beaucoup de pouvoir. Et c'est aussi compliqué dans le cadre des applications fédérées de coordonner entre les différentes implémentations du même protocole. Parfois, on met à jour
le protocole mère ou père, et les implémentations sont développées en retard, et du coup, ça peut bugger. L'exemple de ça, c'est Matrix, par exemple, qui met à jour leur protocole de base, mais pas tous les développeurs qui ont des instances à eux suivent le développement, et donc parfois ça ne fonctionne pas très bien. C'est les problèmes de la décentralisation politique et sociale d'ailleurs. Donc on ne découvre pas grand-chose ici. Ce genre de problème, on le voit quand on essaie de démocratiser, de décentraliser nos sociétés également, entre les différentes assemblées dans différents quartiers de la ville, etc., etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui donne de l'espoir, parce que je vais finir sur une note positive quand même, c'est une approche écologiste, je dirais, au protocole. Donc je l'appelle le recyclage des protocoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les développeurs comprennent de plus en plus que inventer de nouveaux protocoles, des nouveaux protocoles non standardisés, ça ne sert pas à grand-chose. Don't make your own crypto. Il y a même une phrase comme ça que les cryptographes se répètent les uns aux autres. Et ils essaient de revenir aux anciens protocoles, comme le protocole mail, SMTP IMAP par exemple. C'est un protocole qui consomme beaucoup moins d'énergie d'ailleurs. Et du point de vue des technologies vertes, c'est aussi important de penser que les anciens protocoles ont été conçus dans l'ère où les ordinateurs étaient moins performants. Et si on essaie de revenir à eux, on peut peut-être sauver un peu d'énergie. Si on pense à la blockchain, à la fameuse blockchain, ça consomme énormément les bitcoins pour les produire, pour les miner. Il faut autant d'énergie qu'un petit pays européen consomme, etc. Donc vous pouvez regarder les chiffres vous-même. Les nouveaux protocoles pair à pair posent beaucoup de questions liées à la consommation de ressources. On voit aussi donc le retour à la fédération avec les projets comme Mastodon. Peut-être quelqu'un le connaît. Est-ce que quelqu'un connaît Mastodon ici? Bien. Donc Mastodon, c'est un Twitter décentralisé. C'est-à-dire que Twitter, bon, c'est une entreprise, son code est fermé. Ils utilisent et stockent et vendent nos données, mais Mastodon ne fait pas ça. Vous pouvez vous-même déployer votre instance pour votre communauté, votre organisation, votre groupe d'amis, et vous pouvez échanger de messages comme vous le feriez sur Twitter. Or, ça va être de l'auto-hébergement, donc vous pouvez être au moins un peu plus sûr de qu'est-ce qui se passe avec vos données, vous contrôlez vos données mieux. Et vous pouvez bien sûr, grâce au protocole interopérable, communiquer avec les autres instances de Mastodon. Et donc, qu'est-ce que nous donnent ces standards ouverts et décentralisés? Ça nous libère en tant qu'utilisateurs de choisir un fournisseur de services qui nous plaît. On n'est plus dans un rapport d'esclaves et maîtres ou dans des rapports capitalistes des applications centralisées qui veulent plus d'utilisateurs et qui ne veulent pas qu'on parte. Ici, on a la possibilité de migrer, la portabilité de contact et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est la résistance au blocage. Pour finir, je vais vous montrer donc, ce petit dessin animé, dessin animé, cette petite BD qui nous montre bien le décalage qui existe entre cette belle utopie des développeurs de créer un monde protégé par les chiffrements et la réalité des utilisateurs sur le terrain, surtout dans les pays au risque. Donc à gauche, vous voyez, donc il y a deux personnages. À gauche, c'est une personne du gouvernement, disons, qui veut hacker un ordinateur d'un militant, et de l'autre côté, un hacker. Donc à gauche, la personne du gouvernement demande de hacker l'ordinateur du militant en développant un système à 1 million de dollars, un système cryptographique qui pourrait déchiffrer donc le contenu du laptop. Or, ce n'est pas possible puisqu'ils utilisent un algorithme très puissant et ils doivent attendre l'arrivée de l'ordinateur quantique pour le casser. Ça, c'est l'imagination d'un geek, d'un nerd, d'un fan de cryptologie. À droite, c'est ce qui va se passer en vrai dans des situations à risque élevé. Regarde, dit la personne du gouvernement, son ordinateur est chiffré, donne-lui un peu de drogue et tape-le avec ce pied de biche. Il va te donner le mot de passe. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les pays que j'ai étudiés. Moi, par exemple, l'Ukraine et la Crimée.
Ce que j'ai vu en communiquant avec les utilisateurs, les journalistes par exemple, qui ont été kidnappés plusieurs fois, qui ont été torturés, la sécurité pour eux est beaucoup plus importante que les questions de la vie privée. Qui sait qu'est-ce que j'ai commandé à manger ou qu'est-ce que j'ai posté sur Facebook. Ça ne leur pose pas vraiment de problème. Ils croient en solutions Google, Facebook, Microsoft, parce que ça peut les protéger maintenant des vraies menaces qui sont des menaces physiques et de torture. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils de chiffrement, même les plus puissants comme le PGP, le standard de chiffrement mail, ou les solutions comme Signal, ne leur offrent pas beaucoup de protection contre ce genre de menaces, puisque si vous êtes torturé, à un moment donné, vous donnerez vos mots de passe. Donc, ça les amène à changer leurs pratiques de stockage. Pour les journalistes, par exemple, leurs pratiques deviennent très éphémères. Ils privilégient le cloud, soi-disant le nuage. Donc, ils mettent tout, ils envoient tout à leur éditeur, ils détruisent tout, ils nettoient tout de leur machine. Donc, c'est intéressant puisqu'ils voyagent de plus en plus avec des ordinateurs complètement vides. Et bien sûr, il faut prendre en compte les conditions géopolitiques et légales des pays où on est, comme par exemple la Crimée. Sa géographie nous oblige de passer par les checkpoints, si on passe par l'Ukraine. Et c'est le seul, je vous rappelle, c'est le seul moyen de voyager légalement en Crimée. Vous êtes obligé de traverser la frontière avec l'Ukraine. Vous êtes obligé de montrer vos outils, souvent, ouvrir votre ordinateur et ainsi de suite. Donc, les perceptions et les modèles de menaces des utilisateurs de haut risque sont vraiment, vraiment très différentes et changent avec le temps. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque le conflit, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, ça va faire bientôt 6 ans que ça dure. Les utilisateurs arrêtent, ils ne peuvent plus veiller à tout leur comportement numérique. Ils commencent à retourner, à revenir sur des outils faciles à utiliser et non pas sur les outils sécurisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi à prendre en compte. Et pour remonter un peu le niveau de maîtrise de ces technologies, moi j'ai observé des formations en sécurité numérique, j'en ai donné aussi quelques-unes. Au début, c'était que pour les spécialistes, journalistes et militants. Mais en 2015, le mouvement de crypto-party a commencé avec l'affiche que vous voyez à droite. On voit un couple danser. Effectivement, les crypto-parties, c'est une tentative d'apprendre le chiffrement en se socialisant autour d'une bière, avec de la musique parfois. Ce format a été bien efficace pendant un moment, mais maintenant, on assiste à une crise de format et de métaphore. Par exemple, la métaphore de clé. C'est une métaphore qui ne fonctionne pas très bien. Et la communauté de formateurs est en recherche, en quête de nouvelles méthodologies pédagogiques. Et moi, j'en ai eu une. Je vais vous montrer, pour finir, quelques dessins que j'ai demandé à mes interlocuteurs et interlocutrices de me faire en répondant à 2 questions principales. Donc, première question, c'est comment vous imaginez le chiffrement? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'un Internet parfait? Qu'est-ce qu'un échange parfaitement sécurisé? Donc, j'ai collecté depuis... j'ai commencé, ça va faire 2 ans et demi que je collecte ça. Je dois avoir autour de 150 dessins maintenant, issus de différentes communautés, des techniciens experts jusqu'aux militants écologistes, etc. Et même des enfants. J'ai eu droit à une belle vingtaine de dessins faits par des gamins. Ici, donc, ce ne sont pas des enfants qui ont dessiné, c'est des adultes et militants assez radicaux, je dois vous dire, sans vous dire plus de détails. Comment ils imaginent le chiffrement? Donc, le point commun entre les 3 dessins, je dirais qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils pensent qu'entre eux et leurs interlocuteurs, il y a un processus alchimique, une espèce de bruit, de brouillage qu'ils essaient de représenter par des lignes un peu bizarres ou bien par des symboles comme du dessin du milieu. Donc, c'est le bruit, c'est quelque chose qui échappe à leur imagination, mais ils essaient de représenter par les gribouillis, puisque effectivement c'est très compliqué de représenter des opérations mathématiques. Et là, au milieu, ce qui est intéressant, c'est un
militant réfugié politique russe qui a fait ce dessin. Et vous voyez que son adversaire principal, c'est le policier, donc qui est ici avec sa casquette avec une étoile, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il ne voit que des symboles étranges. Et sur ces deux dessins, c'est le monde parfait où la communication se passe complètement chiffrée, personne ne sait rien. Et ce qui est intéressant entre ces deux dessins, c'est la décentralisation et la désintermédiation des échanges. Il n'y a pas de serveur entre ces personnes-là. Ils communiquent en direct. Donc, dans l'imaginaire des utilisateurs, au moins de la grande partie de ceux et celles à qui je demandais de faire des dessins, un chiffrement parfait, une communication parfaite se passe sans intermédiaire, ni acteurs privés, ni même les administrateurs de serveurs. Donc ici, à gauche, vous voyez des nuages, les clouds, mais chacun a son propre nuage. Et on communique en direct. Et à droite, vous voyez, c'est une militante féministe qui a dessiné ça. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'elle imagine la protection, la sécurité qui se passe au niveau de son corps, au niveau de l'individu. Donc on est protégé. On est protégé autour de nous. On a comme une espèce de casque, mais en même temps, on communique en direct avec les autres. Et la protection se passe non pas dans le transfert entre les deux, comme ici, mais elle se passe en nous. Et en fait, c'est une vision assez intéressante. C'est une façon intéressante de représenter le chiffrement bout à bout. Donc, on est chiffré au niveau de notre appareil. Est-ce qu'un outil parfait existe? Et sur ça, je conclus. Ce dessin-là a été fait par le même journaliste dont je vous ai parlé avant, quand je vous ai montré la slide avec plein d'outils différents. Il m'a dessiné ça en disant, voilà comment j'imagine une communication parfaitement chiffrée, parfaitement sécurisée. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux me déchiffrer, s'il te plaît? Et il me dit, bon, je parle, mais personne ne sait de quoi et à qui. Et là, je lui demande, d'accord, ok, mais on te voit quand même sur le dessin. Il me répond, oui, mais puisque tu m'as demandé de dessiner quelque chose, autrement, je t'aurais passé une feuille blanche. Donc, un outil parfait, selon cet utilisateur, c'est celui qui nous permettra d'effacer même la trace du fait même d'échanger avec les autres. Et pour l'instant, je dois vous décevoir, il n'existe pas ce genre d'outil. Les traces sont partout. Donc, pour conclure, le chiffrement est devenu une véritable controverse publique socio-technique et les utilisateurs ne sont pas dupes du tout. Ils se protègent en combinant des pratiques sociales, pas seulement techniques, mais aussi sociales, des savoir-faire, des ruses, des bricolages, en sachant que le risque est toujours relationnel, contextuel, évolue avec le temps et selon les législations, et le chiffrement parfait est inexistant. Il y a de nouveaux défis de plus en plus complexes qui se posent devant les cryptographes. Voilà, donc sur ce, je vous remercie et peut-être on pourra ouvrir la discussion. Merci beaucoup pour cet exposé très dense. Je vais faire circuler le micro. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à lever la main. Bonsoir. Bonsoir. Je suis presque totalement ignorante de ce système. J'ai un vieux portable uniquement avec SMS et communication, sans Internet. Quand je fasse tout, ça reste quelque part? Disons, si vous êtes face aux agents du service informatique de la police politique russe et qu'ils ont assez de temps et vous êtes très recherché, ils pourront retrouver des traces, éventuellement, au moins du type de fichier que vous aviez eu sur votre téléphone ou du poids, de la taille des fichiers. Parfois, ça suffit pour deviner, par exemple, qu'il y a eu un échange de vidéos. Or, vous parlez d'un téléphone où, j'imagine, il n'y a que du texte et des contacts. Je pense que quand même, ça peut être possible de retrouver les traces.
Mais votre modèle d'usage est assez bien pour quelqu'un qui ne veut pas laisser beaucoup de traces numériques. Vous laissez les traces seulement sur votre outil. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes que j'ai interviewés qui vont imprimer voyagent avec un Nokia 3310 ils disent que ça garde la batterie pendant 3 jours, ça a une lampe de poche, et ça a le jeu, le serpent, et ça suffit. Voilà. Ah, la tortue, ça s'appelle? Bon, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention? Non. Oui. Bonjour. Bonjour. Les États-Unis veulent limiter l'accès aux données scientifiques. Est-ce que ça peut avoir un rapport? Du point de vue de la lutte pour l'ouverture, pour les informations et les standards ouverts, oui, bien sûr. Et je pense que ça ne doit pas se faire. C'est mal pour la société. Oui, parce qu'il y a quelques revues qui ont protesté. Plosson et Nature, et puis ils ont protesté comme quoi que... Enfin, voilà. Après, je pense que ça dépend de quelles données on parle. Si c'est des données, par exemple, des expériences médicales, où certaines données doivent être protégées. Oui, mais, justement, c'est à ce sujet-là. D'accord. Donc si c'est complexe, je pense. L'accès aux données médicales, c'est une controverse en soi. Et je trouve que ce qui est dangereux avec les données, c'est le fait de les combiner, de croiser les différents types de données. C'est là où on peut désanonymiser un individu. Lorsqu'on anonymise bien et qu'on a un protocole qu'on suit, on peut partager ces données avec certains types d'institutions. Par exemple, si c'est une institution de recherche, elle peut faire une demande et elle doit avoir le droit d'accéder à des données anonymisées. Mais lorsque c'est des acteurs privés qui combinent les données de santé avec les données d'achat sur des boutiques en ligne, bim, et voilà leur modèle business pour des assurances maladie, etc. Donc c'est un débat très complexe. Et je ne suis pas au courant de la situation américaine. Peut-être vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. C'est un article qui est dans Futura. Les États-Unis veulent limiter l'accès. Il y a plusieurs revues qui ont protesté, donc dans Lancet, Nature Science, Plosson, PNAS, soutiennent le partage ouvert des données. Enfin, voilà. Oui, ils peuvent avoir des motivations très différentes. Et Oui, j'imagine qu'il y a des motivations purement économiques derrière, parce qu'ils vont les vendre à la place de les partager. J'imagine. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. Bonsoir, merci. Je voulais dire un mot. Et les hackers dans tout ça, et comment ils peuvent, vous en parlez pas, je sais pas, pour essayer de, je sais pas, de prendre des données ou d'aller faire je ne sais quoi. Enfin, est-ce que ça a à voir là-dedans ou... Les hackers comme un type d'adversaire. Oui, oui. Je dois dire que l'étude que j'ai faite a été assez biaisée du point de vue adversaire. J'ai étudié ceux et celles pour qui les adversaires étaient surtout soit les acteurs privés qui veulent donc vendre les données, soit les gouvernements. Et c'est pour ça, c'est d'où vient mon intérêt aux pays autoritaires. Je viens moi-même d'un pays où il y a beaucoup de hackers, très connus, mais aussi le gouvernement lui-même peut hacker les citoyens sans scrupule. Il faut faire, je pense, une enquête séparée sur les hackers et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce genre d'outils. Mais je dois dire que le chiffrement fonctionne de la même façon que ce soit face au gouvernement ou aux hackers. Il y a des standards qui sont très compliqués à casser. Je parle du PGP par exemple. Si c'est bien utilisé, un hacker pourra difficilement hacker, déchiffrer votre mail.
il ou elle peut installer des logiciels ou vous faire cliquer sur un lien avec, à l'aide de l'opération qui s'appelle phishing. Vous allez cliquer sur le lien, un logiciel malveillant, un virus va être installé sur votre ordinateur qui, lui, va récupérer vos mots de passe. Ça, c'est possible. Mais ça ne va pas être la même chose que de casser le protocole, le chiffrement lui-même. C'est d'obtenir l'accès à votre dispositif, à votre appareil, ordinateur, par d'autres moyens. Donc oui, les hackers, ils ont à voir là-dedans et ça protège contre les hackers aussi. Mais si vous voulez vraiment être protégé contre ce genre de menaces, il y a beaucoup de pas à faire, en commençant par mettre à jour votre ordinateur, tout bêtement, et puis installer des antivirus, et puis d'utiliser des VPN, etc. Donc c'est un imbriquement d'outils qui existent, qu'on peut vraiment combiner. Et je pense que les adversaires ici vont traiter vont avoir à faire avec le même type de... le chiffrement fonctionne pareil, je veux dire. C'est les attaques qui vont être différentes. Mais après, je pense à la Russie et la police russe qui utilise, par exemple, le cas que je vais vous donner en illustration, c'est Mykola Semena, qui est un journaliste criméen. Il est resté en Crimée après l'annexion. Il a décidé de continuer à écrire des articles indépendants sur la situation. Ça n'a pas plu au gouvernement russe et donc ils lui ont envoyé quelqu'un suite à ces problèmes d'Internet. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont brouillé, ils ont joué avec ils ont demandé aux fournisseurs d'accès Internet pour faire des manipulations sur son réseau. Il a arrêté d'avoir Internet, il a appelé son fournisseur, il a dit « Excusez-moi, j'ai un problème, j'ai besoin d'assistance technique ». Ils lui ont envoyé quelqu'un du FSB qui est venu, qui a bricolé avec son ordinateur, qui a installé un malware, un virus dessus, qui faisait des captures d'écran régulièrement de tout ce que la personne faisait et les envoyait par mail au FSB. Et quelques mois après, ils avaient un dossier suffisant pour l'accuser de séparatisme, puisqu'il mettait en cause la légitimité de l'annexion. Et là, oui, le gouvernement russe a employé des méthodes de hackers, de méchants hackers dont on parle dans les médias. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, merci beaucoup pour la conférence. Le recours à des outils qui sont des standards, notamment PGP et compagnie, ça me rappelle un peu cette histoire qu'il y avait eu avec la faille Heartbleed, où on avait vu qu'en fait un standard de sécurité, OpenSSL, était en fait développé par une personne toute seule sur son temps libre. Et du coup, pourquoi est-ce que cette situation, elle existe encore? Et c'est encore le cas d'un certain nombre de ces outils, GNU-PG et compagnie, qui sont développés par très peu de personnes et qui reçoivent très peu de soutien institutionnel. Alors que les entreprises ne les soutiennent pas, c'est compréhensible, elles ont d'autres intérêts que ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'acteurs gouvernementaux ou associatifs ou internationaux qui les soutiennent? Merci pour la question, elle est très bien. J'ai évoqué ce problème quand je parlais du point central de vulnérabilité. Il y a aussi les vulnérabilités humaines. Par exemple, le Signal, c'est une application qui est faite et pilotée par une personne. Il y a aussi le deuxième qui est l'auteur du protocole, mais c'est Moxie Marlinspike qui gère Signal. Lorsque j'ai parlé avec lui, on avait un entretien. Je lui ai invité en fait à participer à un événement. Il m'a expliqué que ça serait compliqué pour lui de se déplacer puisque lui, il doit veiller sur les serveurs tout le temps. Il a peur d'abandonner ses serveurs. Et c'est là où j'ai eu un peu peur pour mes collègues, mes camarades qui sont dans des endroits comme le Rojava en ce moment et qui dépendent de Signal. Effectivement, ces outils sont souvent pilotés par des individus enthousiastes qui sont idéalistes, qui ont des visions très belles, politiques et techniques, et qui ont parfois du mal à déléguer, à coordonner, soit pour des raisons de perfection technique, ils ne peuvent pas trouver de pairs
égaux, soit qui sont d'accord pour travailler gratuitement, ou presque, je dois préciser, soit parce qu'ils n'ont pas de ressources pour voilà, maintenir une vraie équipe. Moi-même, je travaille dans une équipe de développement d'une appli qui s'appelle Delta Chat, et où nous, on est financé par une fondation américaine qui s'appelle Open Technology Fund, qui a aussi soutenu Signal, Tor, etc. Donc, il y a des fondations qui soutiennent ce genre de projet. Mais pour avoir des sous, il faut postuler. C'est assez, la compétition est haute. Et puis, on est mal vu, souvent, par d'autres membres de la communauté des cryptographes, des développeurs du logiciel libre, parce qu'on perçoit des fonds qui viennent du département d'État des États-Unis. Ils nous demandent alors comme quoi vous travaillez pour les États-Unis, pour le gouvernement. Et Signal a été aussi d'ailleurs objet de ce genre de discussion. Pourquoi on ne s'y tient pas beaucoup? Parce que tout l'argent va dans la blockchain. Non, mais, par exemple, si on regarde les financements Horizon 2020, qui est un programme européen qui finance la recherche interdisciplinaire, on a eu un des derniers financements pour notre projet destiné aux technologies sociales, aux technologies à la visée sociale, solidaire, etc. L'appel suivant et les appels d'après ont été concentrés sur la blockchain. Donc, il paraît qu'il y a une espèce de hype qui change et qu'en ce moment, la blockchain s'est déjà passée, c'est l'intelligence artificielle, là, je pense. Donc, les financements dépendent beaucoup de qu'est-ce qui est en vogue, malheureusement, et non pas de qu'est-ce qui a vraiment de l'intérêt. Voilà. Mais si vous pouvez soutenir ce genre d'application, c'est toujours possible. Fonctionne souvent par don. Donc, vous pouvez aller voir et donner des sous. Vous n'avez pas d'autres idées de modèles économiques soutenables pour ce genre d'infrastructures extrêmement importantes? Si. Déjà, par exemple, Delta Chat, on a trouvé une solution assez maligne. On utilise le protocole mail, SMTP. Donc, on n'a pas vraiment besoin de payer pour les serveurs, puisque les utilisateurs peuvent créer un compte avec leur mail Gmail ou Yahoo ou n'importe quelle adresse mail. Donc, ils ne prennent pas d'espace sur nos serveurs. On n'a pas de serveur. On a le seul serveur où le site web de l'application est hébergé. Donc, on économise beaucoup déjà sur l'infrastructure. Et puis, le reste, c'est vraiment la communauté qui soit travaille dans leur temps libre, soit avec les financements. Donc, je dirais que le modèle économique, c'est de trouver une architecture... une solution technique, une infrastructure écologique du point de vue, comme j'ai dit, recycler les vieux protocoles, trouver des façons de hacker un peu l'infrastructure, d'utiliser des serveurs des autres, etc. Et, voilà. Après, aussi, on n'a pas envie de gagner des sous. C'est ça qui est intéressant. On a que des personnes anticapitalistes dans l'équipe, je dirais. Et on n'a pas besoin que tous les utilisateurs soient sur Delta Chat. Non, au contraire, plus il y a d'outils, mieux c'est pour les utilisateurs. Ils peuvent choisir en fonction de leur identité sur le coup. Voilà, donc je pense que l'attitude des développeurs à leurs outils doit changer aussi. Vouloir gagner de l'argent tout le temps, c'est pas normal. Je pense qu'il faut arrêter avec ce rêve. Ça nous pose beaucoup de soucis, on le voit bien. On le verra le 5, j'espère, dans la rue. Voilà. Pardon, je fais de la propagande. Je ne peux pas m'en empêcher. Bonjour. Je vais vous poser une question tout à fait ordinaire, enfin bon, qui peut-être à voir avec ça, j'en sais rien. Moi, j'ai même plus d'ordinateur, alors c'est pour dire. Chaque ordinateur a un propriétaire et il est, à la minute où il se met sur Internet, il est identifié. Bon. Sans quoi on ne vous prend pas. Est-ce qu'il y a des pays, je vous pose la question comme ça, où il y a des gens qui peuvent communiquer, enfin, sur Internet et tout, sans être identifiables? Comment on dit le mot, c'est anonyme. Est-ce que ça existe ou pas?
Merci pour la question, elle est très bien. Puisqu'effectivement, je n'ai pas beaucoup parlé du hardware, de l'ordinateur, du téléphone lui-même, et des traces que l'appareil laisse, parce qu'il a aussi ce qu'on appelle l'adresse MAC, par exemple, peut, nous, effectivement, déanonymiser. On peut remonter à la personne qui a acheté un ordinateur chez Fnac, par exemple, etc. Est-ce qu'il y a des pays, je parlerai peut-être pas en termes de pays, mais en termes d'outils. Or, c'est vrai que par exemple en Russie, c'est beaucoup plus facile d'acheter un ordinateur sans votre pièce d'identité ou un téléphone, etc. En Ukraine, c'est encore plus facile. Vous pouvez acheter une carte SIM sans aucune pièce d'identité. C'est ce que les gens font hein. Quand ils vont en Ukraine, ils achètent plein de cartes SIM pour se créer des comptes anonymes grâce à ça. Et puis, une fois que vous avez une carte SIM anonyme, un ordinateur acheté sans votre pièce d'identité, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Il y a les outils qui permettent de changer l'adresse MAC, de prétendre que c'est un autre ordinateur, parfois même que vous avez un autre système d'exploitation. Par exemple, vous utilisez Windows, mais vous pouvez prétendre que vous êtes sur Mac ou Linux. Vous pouvez changer ça assez régulièrement. Puis vous pouvez installer VPN ou Tor. C'est des outils qui permettent d'anonymiser le trafic, en fait, quel site vous consultez, où est-ce que vous allez. Votre fournisseur d'accès ne verra pas que vous êtes allé lire sur la manifestation du 5, par exemple. Voilà. Et ça, si vous appliquez dans un ordre bien précis certaines mesures, vous arriverez à vous rapprocher d'une certaine forme d'anonymité. Mais après, c'est compliqué de maintenir ces pratiques. C'est extrêmement difficile du point de vue psychologique, c'est épuisant. Et si vous êtes habitué, si c'est votre travail, là c'est bon. Parce qu'il y a des hackers qui font des grands hack, comme le hack récent de Phineas Fisher, peut-être vous avez entendu parler, qui a hacké une banque et qui a distribué de l'argent, je crois qu'il a donné à Rojava, aux Kurdes, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, il y a des Robins des Bois parmi les hackers, pas seulement des méchants. Et voilà. Donc lui, bien sûr, ou elle, on ne sait pas qui c'est, a bien respecté tout ça, sinon elle ou lui aurait été déjà découvert. Mais c'est compliqué, c'est épuisant. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Le data kidnapping est devenu une industrie très florissante. Et généralement, d'après ce que j'ai lu, on ne sait jamais où va l'argent. Et les véritables responsables qui ont manipulé tout cela ne sont pas découverts. Donc, ça veut dire qu'il existe quand même des systèmes de chiffrement indéchiffrables. Effectivement, ce n'est pas que les systèmes de chiffrement, c'est aussi la combinaison d'outils dont j'ai parlé, donc camoufler les identifiants de vos appareils, votre trafic, chiffrer vos communications. Donc à chaque fois, ça va être un outil, un protocole différent, mais c'est le savoir combiner ces outils qui va permettre de garder l'anonymat. Et puis j'imagine qu'ils changent tout le temps d'outils aussi. Il y a des systèmes d'exploitation assez intéressants pour ça, comme Qubes, qui s'écrit avec un Q, Qubes, qui simule plein de machines différentes. Vous avez un ordinateur, mais un policier qui regarde ce que vous faites, qui essaie de vous surveiller, par exemple, va avoir l'impression que c'est 5 personnes différentes. Une sur Mac, une sur Linux, une sur Android, etc. etc. Et vous pouvez mixer et échanger entre ces différents simulateurs d'ordinateurs. Et ça progresse. Il y a de nouveaux systèmes qui apparaissent tout le temps. Et ça pose bien de controverses, justement. Ça peut être utilisé pour protéger les journalistes indépendants dans des pays autoritaires. Ça peut protéger des personnes qui volent de l'argent. C'est comme un couteau. On peut faire des salades, on peut tuer des gens. C'est compliqué. Bonjour, merci pour la conférence. Peut-on assister à des gaffes comme celle de Analytica Cambridge pour influencer ceux qui vont voter
dans le futur? Peut-on assister, c'est-à-dire? À des gaffes comme la gaffe de Cambridge Analytica avec Facebook qui ont influencé les voteurs américains. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont ciblé quelques facteurs de personnalité des Américains un peu vulnérables pour se contourner leur vote. C'est-à-dire au lieu de voter républicain, ils ont voté démocrate ou bien le contraire. Et c'est-à-dire un achat de... Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était un truc entre Facebook et Cambridge Analytica. Oui. Voilà, c'était dans les médias. Et par assister, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Est-ce que vous demandez... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut assister à d'autres gaffes comme cette gaffe? Voilà. Disons que je vous conseille d'aller voir le projet qui s'appelle AdWatch. Ça s'écrit ad.watch, comme la montre. C'est un site qui répertorie toutes les publicités politiques qui ont été proposées par Facebook ou Twitter dans beaucoup de pays du monde. Oui. Et vous pouvez surfer, choisir votre pays d'intérêt et voir à quel type de personne, à quel profil, quelle publicité a été proposée. Par exemple, femmes de 30 ans à 35 ans qui aiment le sport, les technologies, etc. Et là, vous allez voir quelle publicité politique a été proposée à cette personne. Donc ça a été fait par deux chercheurs, une chercheuse indienne, Nayantara, j'aurais du mal à prononcer son nom de famille, et Emmanuel Beltran, qui est un ami et collègue à moi. Oui. C'est un des meilleurs projets à ce jour sur cette question. D'accord. Oui, mais c'est un grand problème. Oui, absolument. Le ciblage politique. Justement. On cible les gens vulnérables psychologiquement. Et ceux qui peuvent changer d'avis. Voilà. Effectivement. D'un démocrate à un républicain, c'est pour ça. Et ce qu'il on dit estime aussi... que Donald Trump, il a gagné le vote parce qu'il y avait beaucoup de gens vulnérables psychologiquement qui ont viré la dernière minute et ils ont voté Donald. Et ce qu'il dit, par exemple, l'auteur de AdWatch, Manuel Beltran, il compare les publicités politiques d'aujourd'hui avec les discussions d'un temps. On avait la place publique, le marché, la brasserie, on avait les rencontres tête-à-tête entre amis dans un café où on pouvait se confronter, on pouvait discuter, débattre. Or, maintenant, on est face à un ordinateur et on ne sait pas qu'est-ce que l'autre voit, puisque nous, on reçoit du contenu ciblé qui est construit, en fait, choisi en fonction de nous, de comment Facebook ou Twitter nous voit. Et on pense que les autres voient la même chose. Donc on ne pose même pas la question « Qu'est-ce que tu vois comme publicité ?» Et on ne comprend pas qu'on commence à vivre chacun dans une réalité qui est bien conforme à nos goûts et on ne sort pas de la bulle. Donc c'est ça qui est dangereux, puisque la notion même de la démocratie, je veux dire le débat public qui doit avoir lieu, il n'a pas lieu. C'est une conséquence paradoxale de ces plateformes. De rien. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question? Non, je ne crois pas, mais je pense qu'on va terminer ici pour ce soir. Merci beaucoup, Sénia. Merci beaucoup.